Hana Kobayashi était une femme de 30 ans originaire de Maui, à Hawaï, décrite par sa famille comme une âme artistique et créative, passionnée par la photographie, les voyages et la musique. C'était le genre de personne qui adorait capturer les instants de la vie à travers son objectif. Et en novembre 2024, elle avait de grands projets. Elle devait voyager de Maui à New York pour rendre visite à sa tante dans le nord de l'État et photographier le spectacle d'un DJ à Brooklyn. Ce voyage l'enthousiasmait, même si elle suivait le même itinéraire que son ex-petite amie dont elle venait de se séparer. Ils avaient convenu de se séparer une fois arrivés à New York, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le 8 novembre 2024, Hana a embarqué sur un vol de Maui à l'aéroport international de Los Angeles, ou LAX, avec une correspondance pour l'aéroport John F. Kennedy à New York. Des images de vidéosurveillance la montrent arrivant à LAX, descendant de l'avion vêtu d'un sweatshirt à capuche noire et de leggings tie-dye, portant un sac à dos vert foncé. Son ex-petite amie a pris la correspondance pour New York sans problème, mais pas Hana. Elle a raté ce vol et c'est là que l'histoire prend son premier tournant. Rater un vol n'est pas forcément suspect en soi. Peut-être que l'escale était trop courte. Sa famille a plus tard indiqué qu'elle ne durait que 42 minutes. Ou peut-être qu'elle a décidé de rester un peu à Los Angeles. Cette nuit-là, elle a envoyé un message à sa famille, disant qu'elle dormirait à l'aéroport et qu'elle trouverait une solution pour la suite. Ils ont supposé qu'elle prendrait un vol en attente pour New York. Mais le lendemain, le 9 novembre, les choses ont commencé à changer. Hana a de nouveau envoyé un message à sa famille, cette fois pour dire qu'elle faisait du tourisme à Los Angeles. Elle a mentionné vouloir visiter The Grove, un centre commercial populaire, et d'autres endroits du centre-ville. Ce même jour, elle a été vue dans une librairie Taschen à The Grove et elle a effectué 2 paiements via Venmo à des personnes que sa famille ne connaissait pas. Rencontrait-elle quelqu'un? Faisait-ce partie de son plan? À ce stade, sa famille n'était pas trop inquiète. Après tout, c'était une adulte et elle semblait maîtriser la situation. Puis, le 10 novembre, de nouvelles preuves de ses déplacements ont émergé. Une vidéo YouTube a montré qu'elle assistait à un événement LeBron 22 Trial Experience dans le magasin Nike de The Grove. Elle a même posté une photo de ses baskets sur Instagram depuis cet événement, suggérant qu'elle était toujours active et connectée au monde qui l'entourait. Pour sa famille et ses amis, cela pouvait ressembler à Hana, profitant simplement d'un détour improvisé à Los Angeles. Mais tout a basculé le lendemain. Le 11 novembre fut le dernier jour où quelqu'un eut des nouvelles directes de Hana. Ce matin-là, sa mère lui envoya un message pour lui demander si elle était arrivée à New York. Hana répondit simplement par un « non ». Puis, elle envoya une série de messages à une amie qui déclenchèrent toutes les alarmes. Dans des captures d'écran partagées par sa sœur Sydney avec CNN, Hana écrivait des choses comme « Des hackers profonds ont effacé mon identité, volé tous mes fonds et m'ont manipulé mentalement depuis vendredi ». Elle confia à son amie qu'elle ne se sentait pas en sécurité, que quelqu'un essayait de lui voler son argent et son identité. Ces messages cryptiques et paniqués étaient totalement inhabituels pour la Hana que ses proches connaissaient. Plus tard ce jour-là, vers 22h, des images de vidéosurveillance la montrèrent près de la station de métro Pico, dans le centre de Los Angeles, à proximité de la Crypto.com Arena. Sa famille nota qu'elle n'avait pas l'air bien sur les images et, point crucial, elle n'était pas seule. Qui était avec elle? Que se passait-il? Ce fut la dernière apparition confirmée de Hana avant qu'elle ne disparaisse complètement des radars. Le 12 novembre, sa famille était en plein mode panique. Ils signalèrent sa disparition au département de police de Los Angeles et les recherches commencèrent. Des bénévoles commencèrent à placarder des affiches dans tout Los Angeles et le père de Hana, Ryan Kobayashi, prit un vol depuis Hawaï pour participer à l'effort. Ryan, âgé de 58 ans, récemment retraité, avait reconnu avoir été distant de Hana durant son enfance. Il confia à CNN qu'il n'avait pas été aussi proche d'elle qu'il l'aurait voulu et qu'il était maintenant déterminé à la retrouver. « J'essaie juste de me rattraper », dit-il dans une interview. « Je veux la récupérer, c'est ma priorité absolue. » La famille s'accrochait à l'espoir, mais les jours passaient sans indice concret. Puis, la tragédie frappa. Le 24 novembre, après 13 jours de recherches acharnées, Ryan Kobayashi fut retrouvé mort dans un parking près de LAX. Le médecin légiste du comté de Los Angeles conclut à un suicide, provoqué par de multiples blessures de pare-choc. Des rapports suggèrent qu'il aurait sauté d'une structure de stationnement. La famille publia un communiqué via une organisation à but non lucratif qui aidait aux recherches, déclarant « Après avoir cherché sans relâche à travers Los Angeles pendant 13 jours, le père de Hana, Ryan Kobayashi, s'est tragiquement donné la mort. Cette perte a amplifié la souffrance de la famille de manière incommensurable. La tante de Hana, Larry Pigeon, confia à CNN qu'il était mort d'un cœur brisé. Il est impossible d'imaginer le poids que cela a représenté pour la famille. Désormais en deuil de Ryan tout en continuant désespérément à chercher Hana. À ce stade, l'affaire explosait en ligne.
Les détectives amateurs de TikTok, les passionnés de true crime et les enquêteurs en herbe s'en emparèrent, analysant les réseaux sociaux de Hannah et élaborant des théories. Avait-elle été enlevée? Était-elle victime de trafic humain? S'était-elle retrouvée mêlée à une sorte de secte? Les messages étranges et sa dernière apparition avec une personne inconnue alimentèrent les spéculations. Mais la police de Los Angeles travaillait en coulisses, reconstituant une toute autre histoire. Le 1er décembre, des enquêteurs de l'unité des personnes disparues de la police de Los Angeles, LAPD, se rendirent à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ils examinèrent les images de vidéosurveillance des services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis et découvrirent quelque chose de stupéfiant. Le 12 novembre, à 12h13, Hannah avait traversé la frontière à pied pour entrer à Tijuana, au Mexique. Elle était seule, tirant une valise rose et portant un sac à dos gris, et semblait indemne. Cela se produisit seulement un jour après ses messages paniqués et sa dernière apparition confirmée à Los Angeles. Comment était-elle arrivée là ? La police retraça ses déplacements. Après avoir récupéré ses bagages à LAX, des bagages qu'elle avait initialement enregistrés jusqu'à New York, elle s'était rendue à Union Station, avait acheté un billet de bus pour San Isidro, près de la frontière, et avait traversé à pied. Le 2 décembre, le chef de la LAPD, Jim McDonnell, tint une conférence de presse et lâcha une bombe. Il classait Hannah comme une personne disparue volontaire. Il n'y avait aucune preuve de trafic humain ou de crime, et ils avaient retrouvé des indices montrant qu'elle avait déjà exprimé le souhait de se couper de la connectivité moderne. Ce fut un tournant majeur. La police encouragea Hannah à contacter sa famille ou l'ambassade des États-Unis pour confirmer qu'elle allait bien, déclarant « Elle a droit à sa vie privée ». Et nous respectons ses choix, mais un simple message pourrait rassurer ceux qui se soucient d'elle. Ils ne la rechercheraient pas au Mexique, mais seraient informés si elle revenait aux États-Unis. Pour la LAPD, l'affaire était essentiellement close, sauf si de nouvelles preuves émergeaient. Mais la famille de Hannah n'acceptait pas cette conclusion. Ils publièrent un communiqué disant qu'ils n'abandonneraient pas et demandèrent au public d'éviter les conclusions spéculatives. Ils étaient extrêmement préoccupés et engagèrent un avocat ainsi qu'un détective privé pour poursuivre les recherches. Puis vint un nouveau rebondissement. À la mi-décembre, des allégations émergèrent selon lesquelles Hannah pourrait avoir été impliquée dans une fraude liée à un mariage pour des raisons d'immigration. Selon l'avocate de la famille, Sarah Azari, une information provenant de Reddit, affirmait que Hannah avait épousé un Argentin nommé Alan Cacas pour l'aider à obtenir une carte verte aux États-Unis, peut-être orchestrée par son ex-partenaire. La famille ne pouvait pas le confirmer, ils n'avaient ni documents ni preuves, mais ils transmirent l'information au FBI qui assistait la LAPD. La police déclara que cela ne changeait rien à leur enquête, mais cela ajouta une couche d'intrigue. Hannah fuyait-elle quelque chose lié à cette prétendue fraude? Était-ce une raison de disparaître? Enfin, le 11 décembre 2024, la famille reçut la nouvelle qu'elle avait tant espérée. Ils publièrent un communiqué par l'intermédiaire de Sarah Azari. « Nous sommes incroyablement soulagés et reconnaissants que Hannah ait été retrouvée saine et sauve. Ce dernier mois a été une épreuve inimaginable pour notre famille et nous demandons gentiment de respecter notre vie privée pendant que nous prenons le temps de guérir et de digérer tout ce que nous avons traversé. » Ils ne précisèrent ni où elle se trouvait, ni comment ils avaient confirmé qu'elle allait bien. Mais l'unité des personnes disparues de la LAPD déclara au magazine People qu'ils avaient été informés qu'elle avait été localisée au Mexique. Elle n'était pas encore revenue aux États-Unis, donc elle restait techniquement une personne disparue dans leur système tant qu'ils ne pouvaient pas vérifier son état de santé eux-mêmes.